Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des mathématiques et cinéma. Je suis mathématicien. Ça se trouve que je suis aussi fils des critiques cinématographiques. Donc du coup, j'ai baigné dans les années 80 et 90 dans les cinémas. Je suis resté dedans. Donc essentiellement, je vais parler de cinéma, de films. Mais par contre, il y a quand même un peu de maths que je vais demander au public. C'est de se rappeler les théorèmes de Pythagore. Donc, pour ceux qui ne se rappellent pas le théorème de Pythagore, c'est un théorème sur les triangles rectangles qui dit que les carrés construits, la somme des deux carrés construits sur les deux côtés courts du triangle, c'est égal au carré construit sur l'hypoténuse. C'est tout. Je vais parler à un certain moment du nombre pi, je vais juste les citer. Aujourd'hui, c'est le pi day, d'accord. Donc, mais je ne vais pas faire d'autres mathématiques. À un certain moment, parler du théorème de Pythagore, c'est tout. Donc, mathématiques et cinéma semble un thème un peu bizarre, voilà, de faire ces liens. Donc, je commence avec deux phrases qui, à mon avis, créent déjà ces ponts entre ces deux réalités. La première, c'est une phrase d'un réalisateur américain. Peut-être que quelqu'un d'entre vous le connaît. C'est un des réalisateurs les plus importants des années 30-40 du siècle dernier aux États-Unis. Donc les mathématiques, la musique et le cinéma sont des langages universels. Donc c'est l'idée qu'il y a quelque chose en commun entre le cinéma et les mathématiques, c'est que certains films marchent pour chaque public sur la Terre. Hein. Il y a des théorèmes, comme le théorème de Pythagore, qui est connu par tout le monde, partout, qui est compréhensible, y compris par tout le monde. Et l'autre phrase, c'est la phrase d'un réalisateur et mathématicien. Mathématicien avant d'être réalisateur, en réalité, c'est un mathématicien qui a fait aussi des petits courts-métrages, qui disait les mathématiques sont une fiction. C'est-à-dire, pour lui, c'était que on peut décider que le théorème existe, que les mathématiques existent, ou qu'on va les inventer. Donc lui prend l'idée, part de l'idée que tout ce qui est mathématique, c'est quelque chose que nous on invente, et on invente quelque chose de cohérent. Ou si vous voulez, c'est que les mathématiques nous permettent d'avoir une représentation de la réalité, et du coup, c'est une fiction parce que ce n'est pas la réalité, c'est une représentation. Donc, il y a des évidences autour des mathématiques et cinéma. La première, c'est que les mathématiques sont présentes en général, si vous avez déjà vu une conférence sur les mathématiques, s'il y a une phrase qu'un bon vulgarisateur mathématique va dire, c'est que les mathématiques sont partout. Quand on dit comme ça, c'est un peu partout et un peu de nulle part. Mais les mathématiques sont partout et donc elles sont présentes aussi dans les cinémas. Pour être un peu plus précis, ça c'est vrai, parce qu'effectivement, si vous prenez Greenaway, qui était un réalisateur anglais des années 70 et 80, il avait vraiment fait des jolis articles sur tous les aspects de mathématiques qu'on peut trouver dans les cinémas. Les formats, le framing per second, c'est combien d'images on montre par seconde. D'accord? Donc, est-ce que, par exemple, nous, on regarde des images avec une certaine longueur, une certaine rapidité? La rapidité avec laquelle on vous montre les images a changé dans le temps. Si vous regardez des films des années 20 du siècle dernier, vous avez un effet un peu comme si c'est accéléré, c'est normal. Ce n'est plus le même framing qu'on avait dans les années 20. Une autre chose qui change, c'est le format. 3 sur 4, 9 sur 16, comment ça change entre le cinéma avec un movie et ainsi de suite. Une question, c'est comment on parle des mathématiques dans les cinémas. Donc, si on est dedans, c'est-à-dire si on est des mathématiciens, on remarque qu'effectivement ça a un peu changé. Si par exemple vous voyez une affiche de Imitation Game, qui est un film sur Alan Turing, qui était un mathématicien très important pour la pomme de Apple, ça vient de lui, enfin ça vient pas de lui, mais ça vient de son histoire, hein, parce que bon, je vais pas rentrer dans l'histoire, mais c'est un peu symptomatique voilà, d'une réalité nouvelle, c'est que les mathématiciens peuvent intéresser le cinéma
Il y a des films comme A Beautiful Mind sur John Nash des années 90 qui a changé un tout petit peu le regard sur les mathématiques et les mathématiciens dans les cinémas. Mais disons que ce sont des mouvements imperceptibles pour le public général, c'est plus perceptible pour un mathématicien qui dit, dis donc, regarde, ils ont sorti un film sur ce mathématicien, ce n'était pas le cas il y a 20 ou 25 ans. Une autre évidence, c'est que, voilà, on parle quand même d'une situation dans laquelle, en réalité, dans les films, dans les cinémas, et en général dans les vidéos, quand on parle des mathématiques, on en parle pour en dire mal des mathématiques. Donc, juste pour commencer, un premier extrait, donc ce sera en anglais. Donc, je vous invite, si vous êtes un peu des cinéphiles, à deviner de quelles séries télé ou films vont être sorties toutes ces images. Mais ce sont que des instants des films dans lesquels on dit « je ne comprends rien des maths, je n'aime pas les maths, c'est nul les maths » et ainsi de suite. Donc, ça date d'il y a 5 ans. Mais vous... Okay, children, let's start the day with a few new math problems. What is 5 times 2? I hate math. I hate math. What about math? No, not important. These books again. Late night math league meeting, homos? Extreme! Mung Tung? Math tutor? Pinhead? The evil trolls from the math department were actually married. But he's having a little problem applying himself, particularly in math. So hold him back. And that's why he's in retard math. If you can teach Kelso how to do math, you can probably teach anybody anything. At my other schools, I was the freaky math girl. Well, you're basically halfway there if you're just really, really, really bad at math. So how's school? Is math Quelqu'un a déjà reconnu quelques films ou séries télé? I want to stop feeling like an idiot for flunking math because I don't have the time to learn it. Je ne vais pas Spend all my traduire time parce que on la plupart math. des fois ce Lucky if I sont don't des gros mots flunk évidemment. anyway. He's flunking math. What subject you fail? Math. You flunk in math proudly. Hi, Megan. Ça c'est une série télé que je pense d'être parmi les You could peu à forget avoir about connu being an cette site. electrician, because you can't even pass 10th grade math. Have all those gross Quelqu'un de guys très poking jeune. me? No thanks. I'd rather stay home and do math. Math? How am I supposed to know that? I'm a beautiful, popular, rich kid with a promising future in a lightweight sorority at a state college. I don't need to know that stuff. Could we major in something fun, light, on the math? But there was that required math class, you know, hanging over my head. Eventually the pressure got to be too much, so... I'm not really good with math. I'm sorry. Maths was never my strong subject. I'm afraid you got my genes in the math department, kid. If it wasn't for your mom, I'd still be taking algebra. Ah, juste une chose sur le film, je reviens juste une seconde. On va parler de ces films tout à l'heure. Dans ces films, donc, c'est Présumé innocent avec Harrison Ford. Sa femme est mathématicienne. Elle doit terminer une thèse en maths. Mais on va voir qu'en réalité, c'est une psychopathe. Algebra. I was never any good at math either. They're doing homework right now, and it's that math trigonometry thing that you and I just aren't very good at. They had me teaching math. That's not a joke. I don't know what is. You know I'm not good at math. You mean we're all gonna die because you screwed up on the math? Donc voilà, c'est vraiment... si on parle des mathématiques dans une série télé ou dans un film, en général, il y a ces petits caméos, ces petits moments dans lesquels, effectivement, si pour parler des mathématiques, c'est pour dire que l'élève ne comprend rien, que les parents n'avaient rien compris, et ainsi de suite. Sinon, c'est souvent aussi des stéréotypes, d'accord ? Donc, on va voir tout à l'heure certains exemples, mais on peut trouver le stéréotype des mathématiciens, que puisqu'il est mathématicien, il est sûrement un psychopathe. On va voir, il y a pas mal de films sur le soir où il a des problèmes avec l'école. Ça aussi, on aura aussi beaucoup d'exemples. Des parodies de faire des maths voilà, d'une façon non correcte pour faire rire le public. C'était assez classique dans les années 30, on le trouve un peu moins maintenant.
je pense aussi parce que les gens ne comprendraient pas où est la blague, mais des imprécisions, quelquefois je pense aux thèses les plus improbables qu'on peut faire dans thèse de doctorat, la plus improbable, c'est l'utilisation des tableaux noirs dans les cinémas. Ça, c'est une des thèses les plus improbables que je pourrais donner. Des erreurs grossières. Bon, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous connaît les deuxièmes films. C'est un film en italien d'Hermano Olmi, j'en parlerai donc pas. Mais l'année dernière à Marienbad, c'est un film de la Nouvelle Vague. Donc il y a un moment dans lequel des deux personnes jouent au jeu de Nîmes. Bon, je pourrais expliquer ce que c'est le jeu de Nîmes, mais c'est un jeu avec des bâtonnets qu'on peut enlever et gagne celui qui enlève le dernier bâtonnet ou gagne celui qui laisse les derniers avec les derniers bâtons. Mais bon, ça, ce n'est pas important, mais il y a une personne dans le public qui dit à l'autre « Ah, bah, c'est très compliqué, basé sur les logarithmes, et ainsi de suite, sur un base 7 ». Ce qui est complètement faux, évidemment, mais effectivement, c'est, voilà, pourquoi ça arrive ça. Dans Les Magiciens des Oz, je ne sais pas si vous avez vu ce film, c'est quand même, d'ici peu, on va fêter ses 80 ans, on est en 1939, et il y a l'épouvantail qui reçoit le chapeau du docteur. Et du coup, il commence à énoncer des théorèmes. Il énonce le théorème de Pythagore, dans lequel il y a un triangle isocèle. Donc, les théorèmes complètement faux, évidemment, mais voilà, il est là probablement pour se moquer voilà, du système académique de l'époque. C'est une question qui reste ouverte. Pourquoi parler des maths et parler des maths en disant des choses qui sont complètement incompréhensibles et sans aucun sens? Ah, il y a un petit problème avec... voilà. Donc, commençons avec un petit jeu, donc nombre dans les titres. Pourquoi il y a des nombres dans les titres? Il y a des raisons symboliques et religieuses, ça c'est assez évident, bon, surtout quand il y a des films inspirés par la Bible. Des durées, par exemple, est-ce que je commence à parler avec le public? Un exemple des titres qui concernent une durée de quelque chose. Voilà, ou moins problématique, 7 ans au Tibet. Voilà, des lieux. Ça peut être une adresse. 36 quai des Orfèvres. D'accord. Voilà, c'est un exemple. Des quantités. Ça peut être des quantités ou des mesures. Mesurer quelque chose. Si j'étais dans les livres, je penserais 20 milieux sous la mer, pourquoi pas. Au niveau des films, quantité, ça peut être des films comme François Ozon, il avait fait 8 femmes. Il y a un film des années 50 qui s'appelait 7 filles. Ça peut être une mesure 451 Fahrenheit. Les 12 salopards, c'est toujours une quantité. Et après, bon, il y a des quantités incertaines, comme pour une poignée de dollars, mais bon, ça, ce n'est pas précisé combien. Des expressions. Il y a pour moi, les grands classiques. C'est un grand classique du cinéma français, c'est Les 400 coups de Truffaut. L'importance du titre est très variable. Quelquefois, c'est juste un manque d'inspiration. Des autres fois, les titres, on cite un nombre parce que c'est vraiment très important dans la narration. J'ai fait un exemple, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a vu Seven. Seven, c'est un thriller autour de 7 péchés capitaux et c'est très important dans la construction narrative, le nombre 7. Un autre exemple, c'est Ten. Ça, on n'est pas contre, c'est un peu plus compliqué, c'est un film iranien. Ottemezzo, c'est un célèbre film de Fellini, puisque considéré qu'il avait fait jusqu'à ce moment-là, c'était un film qui arrive après qu'il, lui, il avait déjà fait 8 longs métrages et la moitié d'un film. Il faut se rappeler que dans les cinémas français et italiens, il y avait vraiment la mode entre les années 70 et 80 de faire des films par épisode. Donc, effectivement, il y avait plusieurs réalisateurs qui faisaient un film. Donc, chacun, il faisait 30 minutes, 20 minutes. On essayait de trouver un fil rouge
ou même s'il n'y avait pas autour, par exemple, la vie des couples vue par 4 réalisateurs. Puisqu'il avait participé à un film de ce type, il considérait que c'était 8 films et demi. Pourquoi ça avait du sens de l'appeler comme ça? Parce qu'en réalité, c'est un film essentiellement autobiographique. C'est un film sur un réalisateur qui répand un tout petit peu il a une crise créative, voilà, et donc il revient un peu sur sa carrière et sur le fait d'être réalisateur. Et par exemple, il y a un musical qui a été fait il y a quelques années, qui est un peu une reprise, un remake de Ottomezzo, qui s'appelle Nine, parce qu'effectivement, le réalisateur avait décidé qu'il ne faut pas quand même ruiner Ottomezzo avec un remake. Si je fais un remake, j'ajoute à 0,5. Et celui du Nombre Premier, qui est un film qui est inspiré par un livre sorti en Italie, qui en réalité s'est joué sur, là aussi, des personnes qui ont un comportement assez asocial, donc comme le Nombre Premier, ils sont séparés des autres. Et là, on parle vraiment des années 50, c'est le néoréalisme italien, donc Allemagne en 0 et en 1. Ce sont 2 films qui sont suivis assez rapidement par Rossellini. Dans les premiers, l'essence de 0, c'est le néant. C'est-à-dire, on est à la fin de la guerre, l'Allemagne a perdu, donc c'est une histoire assez horrible dans laquelle il y a la déchéance d'un enfant qui a perdu les parents, qui à la fin se suicide. Donc c'est vraiment un glauque comme film, mais c'est vraiment l'idée du 0 où il n'y a pas quelque chose qui suit. C'est le néant, c'est les 0 comme néant. Tandis que dans les 1, c'est un peu l'histoire de l'Italie qui se répand après la guerre. Et donc, c'est l'idée de quelque chose qui commence et qui aura un avenir, on peut espérer, radieux. Donc, un jeu, essayons de compter jusqu'à 5 avec le cinéma français. Alors, d'abord, un titre avec le nombre 1. Ouais, ça c'est compliqué, c'est un PR, je dirais que c'est un élément des Z2 si je dois être précis, mais ça compte et ça ne compte pas. On va compter pour 1 et 2 si on ne trouve pas autre chose. Ennemi numéro 1, c'était un film sur Mérine, donc ça c'est une possibilité. Donc, un homme et une femme de l'école de Louche, ça peut compter aussi pour 2, mais est-ce qu'il y a des autres propositions pour 2? On reste toujours dans la nouvelle vague. Oui, mais ça c'est facile. Alors, il y a Taxi 2 aussi que ça marche. C'est vrai. C'est vrai que maintenant, ce jeu est un peu ruiné par les suites des films. Alors, c'est Spider-Man, il y a aussi plusieurs trilogies. Moi, j'ai pensé à une solution pour 2 et 3. C'était 2 autres choses que je sais sur elle. C'est un film de Godard sur une femme qui se prostitue, mais qui est un peu effacée de la réalité de la ville. Pour 3, il y a 3 hommes et un coffin. Voilà, ça c'est une possibilité. Pour 4, c'est plus difficile parce qu'effectivement, il y a Number 4 qui est un film de science-fiction qui est sorti il y a quelques années où tous ces gens qui ont des super-pouvoirs, ils ont un nombre. Donc, ça se trouve que le seul qui est vivant encore, c'est le nombre 4. Donc, voilà, ça c'est là le nombre 4. Il y a quelques autres propositions pour le nombre 4. C'est assez compliqué. Hein. J'ai du mal à... J'ai trouvé des exemples avec le nombre 4, avec des films, là aussi des années 60, dans lesquels il y avait 4 histoires, et donc les 4 étaient là. Mais je cherche un bon exemple avec le nombre 4. Si à la fin de l'exposé, ça vous vient à l'esprit, je suis prenant. Pour 5, j'ai un exemple fantastique. C'est 2 x 5 de François Ozon. C'est un film sur lequel on regarde 5 moments de la vie d'un couple. Et donc, les titres, c'est vraiment 2 x 5, un nombre. Donc, c'est peut-être
Et c'est un récidiviste, François Ozon, parce qu'il a aussi réalisé 8 femmes. Et il a commencé sa carrière avec un court-métrage qui était X2000, fois 2000. Dans le sens que c'était un court-métrage autour du passage entre 1999 et l'année 2000. Alors, les nombres dans les films, en réalité, il n'y a pas seulement dans les titres, les nombres. On les retrouve aussi dans les films. Il y a beaucoup d'exemples. Alors, il y a tous les exemples des films des années 20-30, comme Inflation, qui est un film allemand sur effectivement la période d'inflation dans l'Allemagne post-Première Guerre. La ligne générale, bon, c'est un film russe de Eisenstein, et qui, effectivement, il montre des nombres qui deviennent de plus en plus grands pour montrer que, par exemple, la production laitière des coopératives monte, donc les nombres montent, donc il y a effectivement une production de plus en plus importante. C'est vraiment la notion abstraite du nombre qui porte un message au film. Il y a des nombres dans la narration. Drawing by Numbers, je pense que c'est l'exemple le plus incroyable de films imprégnés des mathématiques au niveau narratif et au niveau de structure, hein, parce qu'effectivement, dans les films, vous allez trouver les nombres de 1 jusqu'à 100, si vous regardez bien. Il y a 3 meurtres, il y a 3 femmes, il y a 3 femmes qui vont demander une solution au même homme, et comme ça, il y a une structure ternaire qui se met en cycle. Donc, il y a plein de structures mathématiques intéressantes. Et donc, Drawing by Numbers, ça veut dire noyé par les nombres. En réalité, c'est que ces 3 meurtres viennent dans l'eau, dans la baignoire, dans la mer. Il y a aussi une décomposition du flot narratif, donc la nouvelle vague était assez classique, c'est-à-dire la décomposition non plus des histoires forcément linéaires, mais des histoires qui sont par blocs, comment les blocs s'agencent entre eux. Un exemple classique, ensuite, ça va être encore une décomposition complète avec Quentin Tarantino, où vous avez vraiment une décomposition par petites tranches qui se mélangent entre elles, pas forcément avec un raisonnement chronologique, avec Pulp Fiction. Ou ce sont des raisons tout simplement kabbalistiques. Par exemple, Nombre 23, c'est un film, un thriller, dans lequel le nombre 23, il va revenir parce que le nombre 23, il va être considéré comme un nombre important pour la narration. Quelles sont les formules et les théorèmes qu'on trouve? Sinon, il y a les nombres, mais en mathématiques, il n'y a pas seulement les nombres, il y a aussi les théorèmes, les formules. Donc, les choses qui sont les plus aimées et ça je peux faire un sondage statistique, il y a le nombre pi. Le nombre pi, vous le voyez par exemple dans Donald, le monde de mathématiques, c'est un film d'animation des années 36 ou 39, je ne me souviens plus. Je pourrais vous montrer, c'est génial. Il y a des mathématiques, je pense que si on les propose à des collégiens, ils ne vont pas comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Et il est encore utilisé aux États-Unis pour faire des maths, pour proposer des maths aux enfants. Les rideaux déchirés, c'est un film américain, je ne parlerai pas, Pi, avec Aronofsky, que vous connaissez peut-être plus pour Black Swan ou des autres films, mais il a commencé avec un film sur une personne, c'est un film en noir à blanc, extrêmement angoissant, dans lequel cette personne découvre comment détecter d'avance les chiffres du nombre pi, et donc du coup il y a les banquiers qui le cherchent pour craquer tous les codes, il y a les juifs orthodoxes qui le cherchent pour des raisons de kabbalistique, lui qui veut se percer l'écran avec une perceuse, bon bref, c'est un film particulier, mais qui a fait connaître Aronofsky au grand public. Les nombres d'heures, mais c'est plutôt caché, c'est la suite de Fibonacci, donc ça je n'ai pas parlé, j'en parlerai pas, mais on les voit dans, par exemple, ici les films les plus célèbres, c'est pas forcément le premier, qui est italien, mais c'est les codes de Vinci Code, et Las Vegas 21, qui est un film autour d'étudiants du MIT qui vont à Las Vegas parce qu'ils ont trouvé une façon d'arnaquer le jeu du 21.
Et voilà, mais qui c'est tiré d'une histoire vraie. Mais là, les nombres de Fibonacci apparaissent. Les théorèmes de Pythagore, c'est un grand classique. Je vais vous montrer, les magiciens des 11, c'est faux. The Number, c'est le nombre de théorèmes de Pythagore, je ne sais pas, c'est une série télé, je ne sais pas combien de fois ils en parlent. Mais je vais vous montrer ces petits extraits. Et je pense que le théorème de Pythagore, comme ça, vous ne l'avez jamais vu. The square of the hypotenuse of a right triangle is equal to the sum of the squares of the two adjacent sides. Il est en train de répéter tout le temps le début de ce que je vous avais raconté. Donc si vous n'avez pas retenu ce que je vous avais raconté, ça suffit d'apprendre les refrains par rapport. Old Einstein said it when he was getting nowhere. Give him credit. He was heard to declare, Eureka! The square of the hypotenuse of a right triangle is equal to. Remarquez que ce n'est pas un triangle rectangle par rapport à l'angle qui remonte. Now that we've come this far, men, let's go through the rules again. Parallel lines never connect, which is just about what you might expect. Though scientific laws may change and decimals can be moved, the following is constant and has yet to be disproved. The square of the hypotenuse of the right triangle is equal to the sum of the squares, not less, not more, as I said before, is equal to the sum of the squares of the two adjacent sides. Donc ça c'est Danny Kaye, qui était un danseur et acteur des années 50. Et donc, les théorèmes de Fermat. Donc, les théorèmes de Fermat, j'en parle pas. C'est un théorème célèbre, qui était une conjecture célèbre. Ça date du XVIIe siècle. Donc, c'était une conjecture qui avait été énoncée par Fermat et qui a été prouvée dans les fins des années 1993 et 1994 par Wiles, par un mathématicien anglais. Et pour vous dire combien c'était important, ces théorèmes, c'est que dans la série Star Trek, dans un épisode de 93, on présente les théorèmes de Fermat comme une conjecture. On dit que même 500, on les présente comme une conjecture que ça fait 500 ans qui n'est pas été prouvée. Parce que bon, on n'est pas à notre période, on est en 2200 quelque chose, donc... Et en 1996, par contre, dans un autre épisode, il a été présenté comme un théorème qui a été démontré après 350 ans. C'est quand même énorme. Si vous avez suivi, je ne sais pas si vous connaissez Big Bang Theory. Big Bang Theory, en réalité, c'est une série qui est un peu inspirée par une autre série, cette fois-ci anglaise, qui s'appelle IT Crowd, dans laquelle, par exemple, ce sont deux geeks qui, pour essayer d'avoir du succès avec les filles du 7e étage, commencent à créer une idée de calendrier, mais finalement ils se retrouvent à faire un calendrier avec des geeks, et donc il y a un homme presque dénoué qui essaie de démontrer le théorème de Fermat au tableau. Voilà, pour vous dire, voilà, c'est quelque chose qui est... Et le théorème de Fermat qui montre, grosso modo, c'est tout simplement écrire un théorème de Pythagore, parce qu'il écrit 3 au carré plus 4 au carré est égal à 5 au carré. C'est ça qu'il écrit au tableau. Et ça, c'est sa démonstration de Fermat. Mais c'est une série comique, donc ça peut passer. Et ça, c'est une chose que, par contre, je ne sais pas si... ça, c'est une chose assez énorme. Vous connaissez la série Dr House, d'accord? Les protagonistes, il lui a fallu un peu de temps pour trouver une autre série télé, parce que bon, c'était quand même une série télé dans laquelle il était très important. Et maintenant, il y a une nouvelle série qui est sortie cette année, Chance, mais Chance, c'est le nom de lui-même, qui est un psychiatre, dans lequel il essaye de soigner une mathématicienne, ça va de soi. Et dans le 3e ou 4e épisode, le titre, c'est
les paradoxes de Banach-Tarski. Et à un certain moment de la série télé, si vous regardez, il y a l'énoncé de Banach-Tarski, qui est quand même assez étonnant. C'est la première fois que je vois un paradoxe si important dans l'histoire des mathématiques cité dans une série télé. Je vous le raconte. C'est que ce qu'elle dit, que essentiellement c'est correct, c'est qu'il y a des possibles façons de prendre une sphère, la déchirer en plein de morceaux, je ne veux pas expliquer ce que ça veut dire en plein de morceaux, et récomposer ensemble pour obtenir deux sphères de la même taille que la sphère de départ. C'est basé sur ce qu'on appelle l'axiome du choix aussi, et ça aussi est cité dans la série télé, ce qui est, laissez-moi dire, assez impressionnant. À part les nombres, les théorèmes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des dialogues et des tableaux. Je vais vous en montrer un qui est, à mon avis, là, je pense que celui-là, je l'ai mis tout simplement... donc, ça c'est un film... Alors, en général, en mathématiques, les tableaux sont n'importe quoi. Dans le sens qu'il y a beaucoup, par exemple, des exemples de films dans lesquels la personne devrait être un physicien et vous voyez des formules d'algèbre. La personne doit être un mathématicien et vous voyez quelque chose qui concerne la physique ou les probabilités. Ou des choses qui sont complètement insensées. C'est-à-dire, si vous prenez comment on appelle, un champ... une image arrêtée du tableau, quelquefois vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est? Comme mathématicien, vous. Et ça, c'est pour moi, c'est la meilleure utilisation du tableau comme mathématique de l'histoire du cinéma, jusqu'à maintenant, dans laquelle la protagoniste, qui est mathématicienne à l'Université de Chicago, fait une démonstration de ce qu'on appelle le lemme du 5. Pour ceux qui sont des mathématiciens ici, c'est quelque chose en topologie algébrique, et tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Donc, je ne vais pas rentrer dans les maths. So you assume you have an element in the kernel of gamma. That is an element in C, such that gamma takes you to 0 Mais les mathématiciens pourront vérifier si c'est correct ce que dit. Hold it. That's not unique. Yes, it is unique, Mr. Cooperman. Up to an element in the image of F, all right? Alors, lui, il va l'appeler Haskell. C'est le seul étudiant qui pense de savoir plus qu'elle. Cette scène est là pour donner une raison pour elle de dire j'ai envie de changer d'université. Elle a une proposition pour aller partir de Chicago. Et cette scène est là pour dire effectivement pourquoi pas. And thus defines an element in the co-kernel of alpha, and that's the snake. And on Monday, we'll address ourselves to the cohomology of groups and Mr. Cooperman's next objections. This stuff is just garbage. That's another diagram chase. When are we going to move on to something interesting? Like your new group. Any progress with the two fusion? Nope, still stuck. Maybe you've gone as far as you can with it, Dr. G. That's possible. I've started looking at it with a whole new angle. Oh. If it works, I'll be famous. Oh. That would be terrific. I can relax. I'll be famous for having taught you. Bugplay. Donc, voilà. Donc, F5. Non, c'est pas ça, c'est... Donc, voilà, donc on a... que sont les mathématiciens qui apparaissent? Souvent, ce sont des mathématiciens qui s'occupent des mathématiques financières, où ils sont là, par exemple, dans la série télé américaine Sherlock Holmes, il y a un mathématicien qui apparaît quelquefois pour aider Sherlock Holmes, dans lequel lui aussi, il doit se dénuder complètement pour faire des maths. On ne sait pas pourquoi, mais c'est un peu... C'est toujours l'idée que les mathématiciens doivent forcément avoir des problèmes de type... mental pour faire des maths. Donc, ils jouent au casino, c'est le film 21, où en général, ils sont des tueurs.
Ça, c'est vraiment typique des années 70 et 80. Les mathématiciens sont des psychopathes, et comme psychopathes, sont des tueurs incroyables. Donc, bien que c'est un film de Nanni Moretti, lui, c'est quand même un tueur en série. Présumé innocent, les coupables, c'est la femme d'Harrison Ford qui n'arrive pas à terminer sa thèse. Donc, voilà, il tue l'amante de son mari. Les Chiens des pailles, c'est un film avec Dustin Hoffman, où lui, par contre, il est plutôt étudiant en physique. Mais bon, il viole sa femme. Voilà, à un certain moment, disons clairement, il pète les plombs. Et ça commence, voilà, une tuerie assez impressionnante. Des mathématiques, et on trouve aussi comme thème narratif. Par exemple, les nombres pi, on en a parlé. Cube, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film des années 90, c'est presque un thriller, presque un film de l'horreur dans lequel il y a les protagonistes qui se trouvent bloqués dans un cube dans lequel il faut sortir, mais si on sort, on rentre dans un autre cube, et souvent ce sont des cubes où il y a quelque chose qui les égouille ou fait autre chose, d'accord ? Et ils ont fait une suite à ce film, qui a été un succès des niches, mais assez important. Et à la place de dire Cube 2, ils l'ont appelé Hypercube. Voilà. Et donc, Crime à Oxford, donc là aussi, c'est un film dans lequel l'ambiance, c'est Oxford et les mathématiciens d'Oxford. On ne verra pas des maths, mais on considère que les gens qui apparaissent sont des mathématiciens. Il y a La Preuve, The Proof, c'est un film avec un des premiers films de succès de Gwyneth Paltrow, où elle, c'est une mathématicienne qui est fille d'un mathématicien qui vient de décéder, et voilà, il commence à... Il y a toute une histoire autour de les mathématiques du père, la fille du père, bon, et ainsi de suite. Des structures narratives, les rubans des Mébius de Blondeau, je vous les montre un instant. C'est un petit court-métrage. C'est un jeune réalisateur qui s'amuse bien avec les maths et la physique. Un autre, c'est Les chats de Schrödinger. Alors, les rubans de Mébius, c'est une figure mathématique dans laquelle, en fait, si vous voulez, on revient toujours en même temps. On ne change jamais des côtés, et on revient toujours en même temps. Et donc, l'idée qu'il a dans ces films, je vais vous le montrer une fois, et après on... Bonjour. Bonjour. Vous êtes qui? Vous faites quoi chez moi? Ah, c'est chez vous? Bah oui, c'est chez moi. Alors cassez-vous. Sympa la déco. Et je vous demande pas votre avis sur la déco. Foutez-moi le camp. Eh oh! Bonjour. Bonjour. Vous êtes qui? Vous faites quoi chez moi? Ah, c'est chez vous? Bah oui, c'est chez moi. Alors Je cassez-vous. sors un instant, mais c'est aussi beaucoup utilisé dans les cinémas. Je ne sais pas si vous avez vu un vieux film sur la journée du castor. Pas la journée du castor. Un jour sans fin. Donc c'était la journée de la marmotte en anglais. Et donc c'est la même histoire, il revit toujours la même journée. Ici c'est un peu plus fin, hein, c'est-à-dire d'un point de vue narratif, il y a vraiment un jeu sur les côtés géométriques. Bon, on y va. Je ne vais pas vous dévoiler comment ça se termine, mais si vous voulez bien, vous pouvez aller découvrir. Ça s'appelle Le ruban de Mébius. Donc je reviens en arrière, je suis allé un peu trop rapidement.
Donc il y a aussi beaucoup de films et documentaires mathématiques, des films d'animation et films de mathématiques. On va les toucher tout à l'heure. Donc les dialogues. Les dialogues, par exemple, je vous ai parlé de tableaux. Les dialogues, par exemple, dans des années 30 jusqu'aux années 60, ce sont des dialogues comiques. C'est-à-dire qu'on raconte des histoires invraisemblables des maths. Alors, des exemples, c'est How Green Was My Valley. Il y a une scène, ce sont des fermiers, et il y a l'enfant qui doit... il y a de l'eau qui coule dans une baignoire, hein, mais la baignoire a un trou, et donc il faut calculer combien de temps il faut pour remplir la baignoire, tout en ayant un trou dans la baignoire. Et il y a la maman qui est très pratique et qui dit, mais d'abord on bouche le trou de la baignoire. Et les pères, par contre, disent non, c'est ça les problèmes, c'est ça qu'il faut résoudre. Et donc, il y a toute une discussion. Scusate il ritardo, c'est un film de Benigni, italien. Malheureusement, je n'ai pas trouvé une traduction en français, mais c'est tout simplement jouissif, les dialogues, parce que on propose un problème dans lequel il y a un fermier qui va au marché et qui, voilà, il revient avec un sac de farine, mais le sac de farine est troué, il casse des œufs, et voilà. Et donc, Benigni, à un certain moment, il explose, il dit, mais ce n'est pas, il commence à dire, mais ce n'est pas possible, c'est toujours la même histoire, c'est toujours le fermier qui s'est fait avoir. Et donc, il commence toute une analyse sociétale du fait que ces histoires montrent comme les fermiers s'est fait exploiter, qu'il faut une révolution, et ainsi de suite. Et c'est très... Et un de mes préférés, c'est Shrek. Il est en anglais, mais c'est tout sur la négation. Je vous rappelle que Pinocchio ne peut pas... on remarque toujours quand il dit un mensonge. Donc, il ne peut pas dire un mensonge. Parce que sinon, il y a les nez qui s'allongent et les gens qui essaient de les torturer vont découvrir que c'est un mensonge. Donc, il ne peut pas dire un mensonge. Et donc, il doit toujours travailler sur la négation. You can't lie. So tell me, Puppet, where is Shrek? I don't know where he's not. You're telling me you don't know where Shrek is? It wouldn't be inaccurate to assume that I couldn't exactly not say that is or isn't almost partially incorrect. So you do know where he is? On the contrary, I'm possibly more or less not definitely rejecting the idea that in no way, with any amount of uncertainty, that I undeniably do or do not know where he should and probably be. If that indeed wasn't where he isn't, even if he wasn't not where I knew he was, could mean that I wasn't really not know where he wasn't. Enough! Shrek went off to bring back the next heir! Oh! He's bringing back the next heir. No! Voilà. Hook! Donc ça, c'est un exemple. Il y a aussi des familles les dialogues comiques, et je dois vous en montrer un que j'utilise dans mes cours pour les enseignants en mathématiques. Ça vaut la peine de le regarder. No, Smokey, don't. Oh, come on, one donut. Alors, c'est très compliqué. I just baked 28 of these things. I mean, after all, there's 7 officers I gotta feed. And I got just enough to give them, 13 apiece. You take what? 13 apiece. 13 apiece? Yeah, if you take... 7 officers? Yeah. Each gets 13. You only got 28. That's right, I got $28 and 7 13, and I gotta give them to them. 7 13s are 28. Yeah. That's ridiculous. It's gotta be right. 7 times 4 is 28, not 7 times 13. Alors, il faut que je vous explique, et j'enlève un instant les sons. Il est dans un bateau, il doit faire le problème, c'est que il doit faire 13... je me souviens plus si c'était... il doit faire... Alors, juste un instant, je bloque les films. Je dois... Alors, grosso modo, c'est qu'il va vous nous montrer... Donc, le problème, c'est tout simplement qu'il va vous montrer que 7 fois 13, ça fait 28. Donc, c'est une histoire qu'il doit faire des donuts pour les personnes. Il en faut 7 pour 13 personnes. Et il va montrer que 28, c'est bon. Donc, il y a, je me souviens plus s'il les donne 7 par personne ou 13 par personne, il y a 7 marrants, mais l'idée, c'est tout le moment qu'il va montrer que 7 fois 13, ça fait 28. Donc, j'enlève les sons et je vous laisse essayer de comprendre où sont les erreurs.
Donc, il commence ça, c'est la division à l'américaine. D'accord? Donc, il va montrer que 28 divisé par 7, ça fait 13. Donc, comment il fait? Donc, c'est pour ça que j'ai enlevé les sons. Il va dire, je commence. Donc, il dit que le 7 dans les 8, il est une fois. Il reste 21. 7 dans les 21, il est 3 fois. Ça fait 13. Donc, vous pourriez admirer qu'est-ce que ça fait un tableau noir dans une cuisine de bateau. Ça aussi, c'est une question que vous pouvez vous poser. On peut dire que c'est une ardoise, mais bon, c'est assez drôle de voir un vrai tableau noir dans une cuisine de bateau. Et voilà qu'il montre qu'il reste un 21 et ça fait 13. Donc maintenant, il va dire, je n'y crois pas, tu as fait une erreur de quelque part. Tout simplement, je te rappelle que tu peux vérifier si une division est correcte. Tout simplement, maintenant, tu fais 13 fois 7. C'est évident. Et ça doit faire 28 parce que ça, c'était le nombre à diviser. Donc, il commence à faire 7 fois 1, ça fait 8. Et 7 fois 3, ça fait 21. 21 plus 7, ça fait 28. Donc, il a vérifié qu'effectivement, c'est correct. Et pour terminer, donc maintenant, c'est lui qui commence à dire, maintenant, je ne fais même pas la multiplication, je fais la somme. Il essaie de faire la somme il écrit 7 fois 13. Et donc, il commence à compter. Il commence à compter, donc il dit 3 plus 3 plus 3. Donc, il commence à compter, fait... Voilà, je le laisse calculer. Donc, c'est lui qui va faire les calculs lui-même. Il fait 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, ça fait 21. Et plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 7, 28. Donc, tout simplement, c'est un petit exercice qui est basé sur une utilisation incorrecte du système positionnel. D'accord? Mais voilà, c'est quand même assez intéressant comme exemple. Il y a des monologues, on en a parlé, complètement incompréhensibles, des dialogues grossiers. Il y a des tableaux, je vous ai montré l'exemple du lemme du 5. Et il y a aussi un changement presque métaphysique de l'approche aux mathématiques, dans laquelle, effectivement, les mathématiques commencent à devenir quelque chose d'intéressant. Donc, certains réalisateurs s'intéressent aux mathématiciens, non pas comme psychopathes, mais comme une passion particulière, et comme toute passion particulière, essayer non pas de se concentrer sur les sciences, sur les mathématiques en elles-mêmes, mais sur les personnages. Alors, films de mathématiques, ce sont des exemples de films qui parlent que des mathématiques. Ce sont l'exemple classique, ce sont les documentaires. Il y a des documentaires des gens Penlevé, donc on est dans les années 30. Ce sont des documentaires sur la biologie. Par exemple, il y a des documentaires sur si les renards augmentent, le nombre de lapins diminue. Si le nombre de lapins diminue, le nombre de renards, forcément, il diminue aussi parce qu'il n'y a plus rien à chasser. Du coup, le nombre de lapins augmente parce qu'ils ont moins de chasseurs, et ainsi de suite. Et donc, il y a des petits films de ce type-là sur des problématiques, les systèmes dynamiques biologiques qui sont devenus à nouveau très à la mode dans les dernières années. Il y a plein de films. A Portrait of Paul Erdos, il a été présenté, par exemple, dans un des derniers congrès internationaux des mathématiques. Et Comment j'ai détesté les mathématiques, c'est un documentaire qui est sorti il y a quelques années, qu'on a présenté aussi ici à Caen, et qui a été pour une bonne période le documentaire le plus téléchargé sur iTunes. Donc, pour un documentaire des niches tel qu'un documentaire en mathématiques, c'est quand même assez étonnant. Les biographies. Les biographies, ça commence peut-être, le plus célèbre, c'est Beautiful Mind. C'est un film, un des seuls films où Russell Crowe ne frappe pas quelqu'un, essentiellement. Oui, il se frappe parce qu'il a des crises psychotiques. Mais c'est un film sur John Nash, voilà, qui a vraiment ouvert une nouvelle idée, c'est que pourquoi pas ne plus parler des mathématiques, mais pour parler
de la passion du mathématicien, donc présenter les personnages qui sont plus souvent des personnages romanesques, plus que les mathématiques qui sont faites par les personnages. Donc on a par exemple aussi dernièrement, il y a L'homme qui défie l'infini sur Ramanujan, on a aussi Imitation Game sur Alan Turing dont on a parlé, et Agora qui est un film sur une mathématicienne célèbre de l'Antiquité. Et Morte di Matematica Napoletano, c'est un film sur Cacciopoli, qui était un grand analyste, et analyste dans les sciences mathématiques des années 50-60, et ainsi de suite. Il y a les films, enfin, les films d'animation que vous avez probablement vus tous. C'est des films dans lesquels il n'y a plus des acteurs qui jouent, mais ce sont des films de computer graphics. Et on part de Donald Duck, des années 30, qui c'est tout dessiné, aux films d'aujourd'hui, qui sont des films complètement de synthèse. Les films mathématiques d'action, par exemple, dans les futurismes, c'était filmé l'abstrait. Donald au pays des mathématiques, c'était pas pays des mathématiques, mais mathémagique. Donc c'est vraiment le premier film d'animation fait par Walt Disney sur les maths. Ça c'est quelque chose que maintenant ça semblerait complètement absurde de tenter commercialement un truc pareil. Disons que petit à petit, il y a vraiment sur les films, les documentaires qui concernaient les maths, on est passé de l'animation à la computer graphics assez rapidement. Le cas des Flatland, c'est Flatland, moi, quand j'étais très jeune, je me souviens des films de Michele Emmer, c'était un réalisateur italien qui les faisait tout à la main. C'était vraiment des films que maintenant, vous pouvez les comparer à Wallace et Gromit. C'est des films faits vraiment par image arrêtée sur des objets. Voilà, il n'y avait aucune utilisation de la computer graphics. Et maintenant, par contre, vous trouvez pas mal de films sur le web qui parlent des Flatland qui sont complètement faits seulement avec la computer graphics. Flatland, c'est un film, c'est à l'origine un livre. Vous devez imaginer qu'il y a des polygones qui vivent sur un plan et que, voilà, donc on parle de leur vie qui est assez morne, parce que quand vous vivez sur un plan, il n'y a pas grand-chose à faire, jusqu'au jour quand il s'élève de la troisième dimension, et voilà. Donc, et c'est intéressant de voir que dans les films d'animation mathématique, les mathématiciens ont toujours joué un rôle très important, dans le sens que déjà dans les Donald au pays des mathématiques, le réalisateur n'était pas un mathématicien, mais il y avait un mathématicien qui suivait la réalisation du film. Et dans les films d'animation avec l'ordinateur, petit à petit, ce sont les mathématiciens eux-mêmes qui ont fait des films. Par exemple, Hypercube de Bankoff est le premier exemple de computer graphics de quelque chose sur la géométrie en dimension 4. Outside In, c'est un film sur ce qu'on appelle les versions de la sphère qui a été présenté au Congrès international des mathématiques. Et c'est là qu'on a créé un festival des vidéos en mathématiques. Et bien sûr, il y a les web. Les web, donc, il y a l'explosion de la computer graphics, ce qui fait, par exemple, que si vous tapez un ruban de Möbius, je vous avais dit que vous allez tomber sur les films de cette personne. En réalité, vous tombez sur énormité de possibles petites vidéos sur le ruban de Möbius. Vous allez les voir dans toutes les sauces. Il y a évidemment dans le web une recherche de communication. Bon, si peut-être vous connaissez Michael Launay. Voilà, il a quand même 250 000 abonnés à sa chaîne YouTube autour des mathématiques. Mais il y a vraiment aussi de la part de tous ceux qui sont jeunes doctorants ou passionnés des mathématiques de partager. Donc on trouve des choses incroyables. Donc je vous montre juste une petite chose rapide. Par exemple, moi je travaille sur les tresses. D'accord ? Et aux États-Unis, il y a un concours dans lequel c'est Dance Your PhD. Ça veut dire créer une danse autour de ton doctorat. Eh bien, il y a l'année dernière, celui qui a gagné, c'est sur la représentation des tresses. Les tresses, c'est exactement ce que vous pensez, mais comme objet mathématique. Donc, pour ceux qui connaissent la notion de représentation, donc, je ne vous montre pas tout, parce que quand même, c'est assez particulier. Mais bon, c'est une étudiante en thèse qui a soutenu sa thèse, que je connais, mais qui est aussi actrice à l'origine. Et voilà, il y a tout un film autour de... J'ai certains collègues qui le trouvent assez
macho comme film, parce que finalement, ce sont les femmes qui dansent et les hommes qui sont autour, qui ne font rien. Mais bon, ça c'est aussi parce que... Voilà. Donc, si vous voulez, c'est Representation of the Bride Group qui a gagné l'année dernière. Donc, ce sont quand même des communications assez particulières qu'on pourrait se poser pourquoi. Dans le sens, quelle est la finalité, d'accord. Mais essentiellement, je pense que la finalité est déjà dans l'idée, c'est-à-dire tout simplement communiquer une passion, même si on n'arrive pas à communiquer ce qu'on est en train de faire. Effectivement, c'est difficile de trouver des vrais films de maths avec un scénario. De peu d'exemples, c'est par exemple Dimension que vous avez, que c'est un film créé par un célèbre mathématicien français, Étienne Gis, dans lequel vraiment il y a une histoire, il y a vraiment une découverte des maths de la dimension 2 jusqu'à la dimension 4. Il y a aussi la suite qui est sur Chaos. Il y a vraiment une évolution dans ces deux films, parce que dans les premiers, ce sont vraiment des chapitres, tandis que dans les deuxièmes, il devient... ça, ce sont des Legos. Les côtés scénario, c'est plus important. Et c'est aussi intéressant de voir que, par exemple, je vous avais parlé d'Outside In, qui était ce film de 1998, que si vous cherchez sur le web, vous devez les payer. Tandis que ces deux films-là sont gratuits. Donc les choses sont évoluées aussi de ces côtés-là. On pourrait dire aussi que le premier est américain et les deux autres sont français. Donc c'est aussi une autre vision des choses. Il y a aussi un film de mon étudiante, je fais toujours de la pub. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, on pourrait travailler beaucoup sur la visualisation de l'enseignement. Je ne vais pas vous raconter ça, c'est une chose plutôt quand je parle avec des enseignants. Mais je termine avec un peu sur le fait qu'effectivement, à quoi ça sert parler des mathématiques aussi sur le web, sur les vidéos, dans les cinémas. Comme mathématicien, quel est mon intérêt? L'intérêt, c'est par exemple d'aider les élèves à l'abstraction, ainsi de suite. Mais s'il y a une chose que quand je fais un exposé, disons, avec un public de non-mathématiciens, la question typique est à quoi ça sert? Et bien, on va voir à quoi ça sert de faire des maths. Et là, il faut se rappeler du théorème de Pythagore. Donc, je vous rappelle, le théorème de Pythagore, c'est les carrés des deux côtés, la somme des carrés des deux côtés est égale au carré sur l'hypoténuse. Un exemple, c'est quand vous avez un triangle rectangle avec les côtés de 3 et 4, ça fait combien l'hypoténuse? 3 au carré plus 5 au carré, plus 4 au carré, ça fait 9 plus 16. 9 plus 16, ça fait 25. Et 25, c'est 5 au carré. Et donc, effectivement, les triangles rectangles, il y a les côtés de 3, 4 et 5. On est prêt pour la suite. Donc ici, je vais enlever les sons parce que je pense qu'on peut apprécier. Donc la question, voilà, je m'arrête tout de suite un instant pour pouvoir l'apprécier parce qu'il faut que je la traduise de l'anglais. Quel est de ces nombres carrés? Les nombres carrés, ce sont les nombres qu'on écrit comme 3 fois 3, 4 fois 4, c'est un nombre multiplié par lui-même. Quel est parmi ces nombres carrés celui qui est la somme des deux carrés? C'est le théorème de Pythagore. D'accord? 3 au carré plus 4 au carré est égal à 5 au carré. Donc, je dois enlever ça en espérant qu'il n'y ait pas que... Voilà les propositions. 16, 36, 25 et 49. Je pense que je vous ai convaincu que la réponse correcte, c'est 25. Alors, comme vous voyez, la personne, il doit gagner 16 000 $ avec ça, et il doute. Il doute. Probablement, il n'a pas compris la question. Donc, vous avez que... Je t'avoue que je douterais aussi, parce que chacun des 4 nombres s'écrit comme une somme de deux carrés plus petits. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que quand on parle, parce que tu penses que les nombres, c'est aussi les nombres irrationnels. Mais, je pense à 0, tout simplement. Ah oui. Donc j'aurais Mais, été bien embêté. oui, mais comme mathématicien, tu aurais dit que les 4 sont possibles. Je pense qu'il contrôle si tu es mathématicien. Oui. Voilà, donc là, juste pour dire, donc je stoppe un instant pour dire que c'est la première chose qu'il fait, c'est qu'il demande au studio. C'est-à-dire qu'il ne sait pas et donc il demande au public dans la salle quelle est la réponse possible. Et donc, pour la moitié des personnes dans la salle, la réponse correcte est 16. C'est-à-dire que 16, je peux le voir comme la somme des deux carrés. Je vous invite à essayer. C'est dans quel pays?
Angleterre, je pense que c'est les États-Unis. Donc, ça, c'est donc la moitié des personnes. Ce n'est pas seulement que la moitié des personnes donnent une réponse incorrecte, on pourra apprécier que seulement 3 personnes sur 10, le 30%, donnent la réponse correcte. Mais maintenant, il joue un autre joker, il joue tous les jokers, d'accord? Dans le sens qu'il a terminé le jeu s'il se trompe, parce qu'il a joué tous les jokers. C'est un peu comme qui veut devenir millionnaire, je pense que c'est comme ça. Qui veut gagner des millions. Et donc, il demande, ça, c'est qu'il a demandé aux personnes qui regardent l'émission. Donc là, les personnes qui répondent 16, ça a baissé un peu. Mais maintenant, si on regarde les nombres de personnes qui répondent correctement, on a encore baissé. On est à moins d'une personne sur 4 qui se rappelle le théorème de Pythagore. Bon, c'est clair qu'avec ces résultats des sondages, c'est clair que la personne, elle va dire, je vais suivre la majorité. Parce qu'effectivement, comme vous savez bien, la majorité a toujours raison dans une démocratie. Et donc, il va répondre 16. Et avec une grande surprise de sa part, mais aussi, je dois dire, si vous regardez les visages de la présentatrice, la réponse est 25. Donc, je vais arriver donc vers la fin. Donc voilà, c'est... Voilà, donc lui, il a répondu 16, la réponse correcte. Donc voilà, ça c'est une vidéo pour vous montrer que j'étais parti avec le théorème de Pythagore. Pour le moment, vous pouviez vous demander à quoi ça servait que je vous présente le théorème de Pythagore. Par exemple, à lui, ça aurait servi pour gagner $16 000. Et je m'arrête là.